Bienvenue, je vous propose qu'on commence de façon ponctuelle. Donc on est très heureux de vous accueillir ce matin pour la présentation de ce baromètre de l'expatriation. Donc il s'agit d'une troisième vague, mais une vague qui n'est pas comme les autres puisqu'elle sort au moment du Covid, c'est-à-dire un moment de transformation importante et peut-être durable de l'expatriation. Alors, on va procéder en 3 temps. On va commencer par vous parler de notre panorama, de l'ensemble de ce baromètre qui va décrire ce qu'était l'expatriation jusqu'au mois de janvier et février quand le Covid a fait éruption. Après, on verra l'impact du Covid sur l'expatriation à court terme, et puis on essaiera de réfléchir sans avoir de boule de cristal, hein, on sera modeste, pour réfléchir avec vous sur ce qu'est pourrait être l'impact à moyen terme de ce que nous vivons aujourd'hui. Et enfin, à 10h30, on essaiera d'être ponctuel pour accueillir vos questions et pouvoir personnaliser nos réponses. Alors, en introduction, ce que je voudrais bien sûr, c'est commencer par vous présenter nos intervenants d'aujourd'hui et réfléchir avec vous à pourquoi est-ce qu'on a lancé un baromètre de ce type. Eh bien, le pourquoi, il est dans la réponse de qui sont les partenaires. Pourquoi un baromètre? C'est d'abord pour permettre de mieux comprendre ce que vivent les expatriés envoyés par les entreprises. Et donc, les premiers partenaires de notre baromètre sont des entreprises, en l'occurrence ADO, c'est-à-dire le groupe qui regroupe Leroy Merlin, notamment, l'Agence française de développement et Saint-Gobain, qui sont des partenaires historiques de ce baromètre. Améliorer l'accompagnement de nos expatriés, mais aussi accompagner l'accompagnement quand on est prestataire. Et ça, c'est une autre famille de partenaires dans l'enquête, dans lequel on va trouver Expat Communication, donc, que je représente, mais aussi la Caisse des Français de l'étranger, la Banque Transatlantique et le groupe Sage SA qui fait du portage salarial. Et enfin, mieux comprendre les expatriés, c'est aussi pouvoir mieux les accueillir et travailler sur l'attractivité d'un territoire. Et c'est la raison de la présence de l'agence Choose Paris Region, qui est représentée aujourd'hui par Lionel Grotto. Pour réfléchir avec vous à ce panorama de l'expatriation en 2019 et ce qui a pu changer, on n'est pas trop de 3, et c'est pour ça aujourd'hui que vous avez 3 intervenants en face de vous. Donc, Sylvia O'Higgins, qui est responsable mobilité du groupe ADO Leroy Merlin, Lionel Grotto, directeur général de Choose Paris Region, et Alix Carnot, moi-même, directrice associée d'Expat Communication. Donc, vous avez à la fois une entreprise, un territoire qui pourra parler de son attractivité, et pas n'importe lequel, puisque c'est la région Île-de-France qui est en ce moment la région la plus attractive d'Europe, et Expat Communication, qui est donc l'expert de l'accompagnement des mobilités internationales. Donc voilà qui vous avez en face de vous. Pour parler, on a dit déjà au départ, du monde d'avant, notre baromètre. Nous avons eu un petit moment de frisson en mai-juin avec l'ensemble des partenaires, quand on s'est dit ça y est, enfin les chiffres sont prêts, tout est impeccable. Mais en fait, on a un petit problème. Les chiffres qu'on va vous présenter sont périmés, puisqu'entre les deux, il y a eu un tsunami. Alors, on s'est réunis, on s'est dit, est-ce que ça vaut le coup d'en parler? Et en fait, on s'est dit, c'est même une opportunité d'aller plus loin dans l'analyse et d'avoir une lecture beaucoup plus avec plus de recul, en se disant, en fait, qu'est-ce qui est en train de se dessiner? En quoi ce baromètre montre des évolutions de fond dans la mobilité internationale? Et en quoi le Covid va accentuer ou au contraire freiner ces évolutions. Donc c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et finalement, comme toujours, hein, c'est les contraintes qui emmènent à se surpasser. Et on est ravis de cette perspective qui est finalement beaucoup plus intéressante que les analyses classiques qu'on a pu faire jusque-là. Un baromètre sur l'expatriation, donc pour vous qui avez l'habitude de ce sujet de l'expatriation, c'est toujours extrêmement complexe, et pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de définition de l'expatriation. Donc comment mesurer de façon objective et efficace quelque chose qui n'a pas de contour? Et toutes les études sur l'expatriation finalement vont bloquer là-dessus.
Notre réponse, et on a travaillé là-dessus avec Olivier Wurst, qui est un chercheur reconnu de l'ESSEC et d'autres universités à l'étranger, sur la mobilité internationale. Notre approche sur le plan méthodologique, ça a été de dire on va ratisser extrêmement large, interroger des gens avec des profils variés, et à partir de là, faire des segmentations. Et donc, c'est jamais les chiffres dans l'absolu qu'on va vous donner qui vont être intéressants, parce que notre enquête a ses biais dont je vais vous parler après, comme toute enquête. Ce qui va être parlant dans notre baromètre, c'est la comparaison des différents profils. Donc, les biais dans notre enquête, on les connaît. On a une surreprésentation des expatriés d'entreprise, on a une surreprésentation des femmes, on a une surreprésentation des Français et on a une surreprésentation des gens qui sont en expat par rapport aux gens qui sont de retour. Néanmoins, avec plus de 7600 questionnaires remplis, et je vous rappelle 320 questions, donc c'est vraiment quelque chose de très lourd, nous sommes en mesure d'analyser dans les détails les comparaisons entre les différents profils et vous dire ce qui distingue une personne qui part avec un contrat d'entreprise par rapport à quelqu'un qui est en contrat local plus, par rapport à quelqu'un qui est un entrepreneur ou qui est en contrat local, c'est ceci ou c'est cela. Ce qui distingue un conjoint expat d'un collaborateur expat, ce sont ces points-ci. Voilà les points méthodologiques super importants à caler avec vous avant de rentrer dans le fond, ce que nous allons faire maintenant. Et sur le fond, on a plusieurs messages. Donc le premier message, c'est que ce qu'on pourrait appeler l'expatriation à la papa, hein, c'est l'expatriation des années 70, où monsieur était muté accompagné de madame qui le suivait, qui arrêtait sa carrière pour cette expatriation, et pour s'occuper de leurs enfants, dont on dit un peu rapidement que ça a disparu. Non, ça existe toujours. Ça représente environ 20% des personnes qu'on va voir à l'étranger. Mais quand les entreprises parlent d'un expatrié, c'est encore ce profil qu'elles ont en tête. Sylvia Huygens d'ADO Leroy Merlin nous en dira plus tout à l'heure. Le portrait type de cet expat n'a pas énormément bougé. C'est un homme extrêmement diplômé, marié, 2 enfants et parlant minimum 3 langues. Ce qui est important, je pense, pour nous aujourd'hui dans la mise en perspective qu'on est en train de faire, c'est de voir que alors oui, les packages s'érodent et on en reparlera, néanmoins, s'ils perdurent, c'est pour compenser quelque chose. Puisque, on va le revoir, il y a une grande appétence à la mobilité internationale en général. Si jamais les entreprises continuent à financer des packages de ce type, c'est pour compenser plusieurs choses. La première, c'est un rythme de travail extrêmement dense et ça fait partie des difficultés que les expatriés d'entreprise vont pointer. La deuxième chose, c'est une incertitude forte sur la durée des mobilités et un rythme de mobilité qui peut être très rapide avec des préavis très courts. Donc voilà, on a un package et on nous finance le logement et un certain nombre d'autres choses parce qu'il faut bouger très rapidement selon les contraintes de l'entreprise, beaucoup plus que selon ses contraintes personnelles. Et troisième chose, parce qu'on part aussi dans des pays qui sont la plupart du temps moins riches et moins sûrs que les pays vers lesquels s'est fait la mobilité internationale spontanée. Néanmoins, le bilan est gagnant des deux côtés. Donc pour l'entreprise, parce qu'elle a des collaborateurs engagés, mobiles et qui partent dans les pays dont elle a besoin. De l'autre côté, il est positif aussi pour les collaborateurs parce que ça leur permet une progression de carrière, une progression de salaire et de niveau de vie, et puis un grand intérêt surtout sur le plan culturel du pays et du développement personnel, si bien que finalement 88% de ces expatriés disent qu'ils repartiraient volontiers. Une expatriation traditionnelle donc, qui existe toujours, mais qui évolue. Alors elle évolue sous deux contraintes. La première, c'est les évolutions sociétales et techniques. Évolution sociétale, c'est-à-dire évidemment la place des femmes dans l'entreprise et une expatriation au féminin qui se développe. Alors, on a mis 30% de femmes expatriées. C'est ce que dit notre baromètre, mais vous vous souvenez que les femmes sont surreprésentées. Donc, c'est un chiffre qui est à prendre avec précaution. Et puis, autre évolution sociétale, c'est évidemment la double carrière dans l'entreprise. C'est-à-dire le fait que le conjoint ne met plus sa carrière entre parenthèses pour plein de raisons. Et là-dessus, je vais laisser la parole à Sylvia Huygens
donc responsable mobilité d'ADO Leroy Merlin. Ah, Sylvie, on ne t'entend pas. Sylvia. Désolée, c'est mieux avec le microphone. Bonjour, Alex, on se retrouve dans l'enquête. Je regardais ce dernier slide et on a quand même les statistiques qui nous montrent bien que c'est souvent des hommes. Nous, c'est une entreprise, Leroy Merlin, c'est du bricolage, c'est du DIY, donc forcément, c'est beaucoup d'hommes. Nous avons aussi des femmes expatriées. Le monde de la mobilité change et nous, on doit trouver des solutions innovantes, on doit trouver des réponses. On a une politique plutôt familiale, on envoie un collaborateur accompagné par une famille. Et pour la double carrière, aujourd'hui, nous, on reçoit la famille une demi-journée au bureau. Parfois, la famille vient avec des enfants quand ils sont en bas âge. Donc, on est face à une famille qui part en expatriation. Et aujourd'hui, je vois dans les profils le ou la conjointe, on a des infirmières, on a des docteurs, on a une infographiste, on a un architecte intérieur, on a un professeur de sport, on a un comptable. Donc, on a pas mal de profils et pour la réussite de l'expatriation, tout le monde a trouvé son compte. Donc, nous, notre collaborateur, il va se retrouver, il est souvent émis dans de nos entreprises, souvent Leroy Merlin. Il va partir retrouver les collaborateurs de Leroy Merlin dans les pays où on est présente. Par contre, la double carrière, qu'est-ce qu'on en fait? Et pour que tout le monde trouve son compte, nous, on cherche des solutions et dans ce cas-là, on s'adresse à des entreprises comme vous, comme Expat Communication, pour nous aider. Il faut quand même quelque chose qui soit dynamique, qui peut se faire à distance, digital. Il faut de l'écoute. Parfois, le rôle aussi, ce n'est pas tout simplement un bilan professionnel, mais ça va plus loin que ça. Donc, nous sommes très friands de tout ce qu'on peut nous apporter aujourd'hui. On veut rester dans le coup et on veut pouvoir envoyer toujours des familles en expatriation. On a la capacité aujourd'hui, je pense aussi, on a quelques familles, il faut répondre aussi à la situation réelle. On sait faire envoyer une famille en garde partagée sur 2 pays européens, ce n'est pas simple. Et notre rôle, ça va être de prendre les bonnes décisions, aider la famille aussi de prendre la bonne décision. Est-ce que la famille, c'est maintenant, il faut partir? Est-ce qu'il faut attendre? Et tout ce que ce soit la France vers l'étranger, mais aussi les étrangers vers la France, si on peut proposer aussi des solutions pour accompagner les étrangers en France en termes de mobilité internationale et pas forcément toujours en français. La langue française, nous, on donne un budget pour former les gens au niveau linguistique. Ils ont un budget qu'ils peuvent utiliser pendant la période d'expatriation. Après, il y a aussi une formation interculturelle pour l'étranger, mais pour la France aussi. Et puis, sur certains pays, il y a aussi des formations sécurité. Donc, il y a beaucoup de choses à offrir, mais c'est bien d'avoir beaucoup de choses, mais il faut les bonnes choses pour la bonne personne. Merci beaucoup, Sylvia. Et donc, là, ce que vous entendez et qui est précieux dans le témoignage de Sylvia, il y a 2 choses. D'abord, il y a une sagesse que vous allez retrouver dans l'accompagnement d'ADO. C'est pour ça qu'on aime beaucoup travailler avec ADO. Mais aussi une diversification de plus en plus grande des besoins, des situations et du coup, des réponses possibles par l'entreprise. Et parmi elles, donc je disais, et ça va venir beaucoup de la double carrière et d'une autre chose qui est l'expansion déjà en 2019, à l'époque de ce panorama, du télétravail qui va rendre possible d'autres formes de mobilité. Alors, première conséquence qui est très importante pour les expatriés, c'est le célibat géographique, ce que les entreprises ont appelé souvent split families, c'est-à-dire le fait que le collaborateur part, ou la collaboratrice, encore plus souvent d'ailleurs, part, et que l'autre conjoint reste et les enfants sont d'un côté ou de l'autre. Schéma avec lesquels les entreprises étaient très réticentes il y a encore 4-5 ans.
Certaines l'ont encouragé parce qu'elles trouvaient que ça coûtait moins cher. Et même celles qui étaient plus réticentes vont finalement accepter ce schéma puisqu'il est de plus en plus demandé par les salariés. Je passe rapidement là, sur cette présentation des bénéfices pour les parents et pour les enfants, juste pour garder en tête, parce que c'est fondamental, que globalement, l'expatriation est une réalité extrêmement positive pour la plupart des familles. Et du coup, c'est quelque chose qui va se répandre. Donc, je vous disais, il y a toujours un fort mouvement d'expatriation d'entreprises, mais on va voir ce qu'on a appelé entre nous l'effet auberge espagnole, c'est-à-dire que cette mobilité internationale ne va pas du tout concerner que des gens envoyés par l'entreprise. Elle va avoir de plus en plus ce que les entreprises appellent, enfin, je suis désolée, on n'a que des mots anglo-saxons parce qu'on est dans une réalité internationale, mais c'est les self-initiated assignments, c'est-à-dire la personne part d'elle-même, mais va peut-être aussi travailler en entreprise. Et du coup, l'entreprise va se retrouver avec un continuum entre des personnes étrangères en contrat local sur son sol, des personnes qu'elle a fait venir, à qui elle a donné un contrat local, et puis elle va rajouter quelques avantages liés à l'expatriation, c'est ce qu'on va appeler le local plus, et les personnes qui vont rester encore avec des contrats, ce qu'on va appeler les golden package des années 70. Et là-dedans, il y a un continuum et c'est de plus en plus difficile pour les entreprises de faire une politique de mobilité qui va tenir compte de chacun de ces cas. Ça, c'est pour la situation des gens. Mais en plus, il y a la situation des mobilités, c'est-à-dire qu'on va avoir aussi un continuum entre celui qui est envoyé pour 5 ans et qui va passer ces 5 ans sur place, celui qui va faire ce qu'ils appellent, encore un anglicisme barbare, pardon, des short assignments, donc qui va passer son temps à aller venir vers le pays. Tout ça favorisé par le télétravail, au point qu'on va en arriver, ce sera mon dernier anglicisme, pardon, à ce que les entreprises appellent aujourd'hui virtual assignment, c'est-à-dire quelqu'un qui va travailler par exemple avec l'Inde depuis la France, et alors là, bien savant celui qui saura dire quel est exactement son statut par rapport à l'expatriation. Donc voilà, une réalité de plus en plus complexe dans un monde où l'expatriation, de toute façon, apparaît comme une réalité gagnante, aussi bien pour l'entreprise que pour les salariés. Néanmoins, et c'est là notre rôle chez Expat Communication, ça va être de dire attention, même en 2019, l'expatriation reste une réalité qui n'a pas que des côtés positifs. Et peut-être que, et ça c'est quelque chose qu'on dit souvent chez nous, le plus important dans l'expatriation, alors un leitmotiv que vous allez entendre ce matin, c'est l'important dans une expatriation, c'est la préparation. Pourquoi? Alors là, on prend une image, c'est comme quand vous montez une marche. En fait, monter une marche, il n'y a aucun problème, ce qui compte, c'est juste de lever le pied à la bonne hauteur. Et si jamais vous avez l'impression que le travail est trop facile et que du coup, et ce qui est le cas de beaucoup de ces gens qu'on va appeler la génération Erasmus, qui parce qu'ils ont pas fait 6 mois de stage à l'étranger ou une partie de leurs études à l'étranger, pensent qu'une expatriation c'est évident et qui ne se préparent plus, là on a beaucoup d'échecs en expatriation. Et on va avoir un phénomène un peu étrange que dans des destinations qu'on va considérer comme simples, comme l'Angleterre, la Belgique ou la Suisse, où les gens se disent « Attendez, je pars en Angleterre, à Londres, c'est la 5e ville française du monde, donc je ne me prépare pas, ce n'est jamais que Londres », on va avoir presque plus d'échecs que quand dans des villes comme Moscou, où les gens appréhendent la difficulté et finalement trouvent une réalité plus facile que ce qu'ils avaient attendu. Donc cette notion de rapport entre la difficulté escomptée et la préparation va être centrale dans le succès d'une expatriation, puisqu'il reste des difficultés, essentiellement sur le plan relationnel, sur le plan de l'intégration et sur le plan de l'administration et du fait de vivre à cheval entre deux systèmes. Voilà l'essentiel de ce qui apparaît dans notre panorama. Voilà, c'est évidemment un monstrueux raccourci, mais vous pouvez trouver l'ensemble de l'analyse qui fait plus de 100 pages, donc vous ne serez pas déçus du niveau d'analyse dans lequel on peut descendre. Avant de passer à la parole à Lionel Grotto pour voir aussi comment se joue cette question d'attractivité et de nouvelles formes de mobilité au niveau des territoires, Sylvia, est-ce que tu veux nous dire aussi un mot sur justement l'importance de la préparation et du bon deal entre l'entreprise et le salarié? Ah, là encore micro. Merci. La mobilité internationale a un rôle important à jouer dans l'entreprise parce que
nous accompagnons le collaborateur sur un projet professionnel. Il faut que le projet professionnel soit clair. Il faut qu'il y ait une finalité et avec ces informations, aujourd'hui, nous, on a établi 4 packages de référence selon est-ce que c'est un collaborateur qui c'est un souhait personnel d'aller travailler en Italie, en Espagne? Est-ce que c'est parce qu'on veut développer les compétences d'un collaborateur? Est-ce que c'est un expert? Est-ce que c'est un mobilité stratégique? Et selon ces packages-là, alors, ces profils, on met derrière un package. Mais il faut être clair avec le collaborateur, il faut être transparent. Et tout ça, ça se fait en amont. Il y a un assessment aussi, peut-être, j'en ai parlé tout à l'heure, de dire est-ce que le collaborateur est en phase avec ce que l'entreprise propose. Donc, il faut que ça soit un win-win situation pour tout le monde. Et la préparation qu'on fera en amont va nous servir au retour. Et c'est vraiment une pratique de bon sens et de transparence qui donne ses fruits, puisque dans notre baromètre, ADO est vraiment une entreprise où le taux de satisfaction des expatriés est extrêmement élevé, grâce à des packages bien conçus, mais surtout grâce à une préparation et un niveau d'adéquation entre les enjeux de l'entreprise et ceux des salariés qui sont bien ajustés. Donc, beaucoup de transformations, je vous disais, c'est ce qui rend notre métier à tous passionnant, au niveau, et des ajustements auxquels les territoires doivent faire face et pour lesquels Lionel Grotto, la région Île-de-France, est plutôt très bien partie. Merci Alix pour cette introduction, en tout cas, de l'Île-de-France de manière si positive. En tout cas, pour nous, c'est essentiel d'être lucide en fait, sur les atouts et les points d'amélioration de l'attractivité. Je pense que les expatriés et puis nos concitoyens de manière générale ont besoin de sentir que les gens qui font les politiques publiques ou qui peuvent accompagner par exemple leur retour en France sont un peu agiles et sont en capacité de répondre à leurs problématiques. Donc pour nous, c'est toujours super utile de pouvoir avoir un nombre par exemple aussi considérable de verbatim de personnes de retour. Et donc, en termes de positionnement, je pense que c'est vraiment important de le rappeler. On est dans cette démarche aussi humble aussi d'amélioration continue. Et c'est important que les expats le sachent. On connaît leurs problématiques et on connaît aussi les forces de notre écosystème. Alors, effectivement, l'Île-de-France, puisqu'on est dans cette partie un peu de 2019, a continué d'être attractive en 2019 pour les entreprises et pour les individus. C'est déjà une grande capitale économique, hein, je le rappelle, c'est 1,6 million d'étrangers sur 12 millions d'habitants. C'est vraiment un ADN pour la région que d'être une grande capitale économique internationale, avec des résultats en 2019 historiques en termes d'attractivité sur plus de 10 ans. C'est 415 investissements directs étrangers, c'est quasiment 10 000 emplois à 3 ans, 9 660 exactement, plus 51% par rapport à l'an dernier. Et puis, ce qu'on constate effectivement, c'est que lorsqu'on est en concurrence avec d'autres régions, et ça arrive bien sûr souvent, et on perd aussi des projets, mais ce qui se passe aussi, c'est que parfois, il y a des annonces qui sont faites par les dirigeants. On l'a observé très concrètement dans le contexte du Brexit notamment. Et parfois, finalement, un an plus tard, on voit que lorsque les discussions ont eu lieu entre le CEO de la boîte et puis les salariés, les DRH, etc., en fait, les gens n'ont pas forcément envie d'aller dans la destination qui est retenue. Et finalement, les arbitrages en faveur de Paris se rééquilibrent. On préfère vivre à Paris que dans d'autres villes qui ne sont pas des villes-mondes avec autant d'opportunités sur le plan personnel et professionnel. Et donc ça, c'est des choses qu'on observe, nous, très concrètement aussi auprès des entreprises qu'on accompagne. Alors, ces résultats, c'est lié à une politique d'attractivité de long terme, et notamment sur l'éducation internationale. On voit que l'éducation, le sujet des enfants, des conjoints, revient dans cette étude, comme dans les précédentes, comme un sujet majeur. La région comptait 5 lycées internationaux publics en 2015, elle en comptera 9 en 2023, un quasi-doublement. Et donc, ça va permettre aussi de continuer à accueillir des expatriés à des coûts abordables malgré la baisse des packages. Et on a de nouveaux projets d'écoles qui sont en cours, qui sont pour certains, la plupart confidentiels, mais on continue d'accélérer sur ce sujet, de continuer à travailler pour, y compris, on l'a fait notamment pendant la crise. Alors, je voudrais peut-être rajouter un mot, si tu me permets, Alix, sur le coût de la vie, effectivement, qui revient parfois comme un des motifs d'insatisfaction des répondants de l'enquête sur la France. On peut noter qu'ils sont satisfaits du système de santé, des infrastructures du système scolaire français quand même.
Et puis, je voudrais aussi citer l'étude, aussi parce elle date de juste il y a quelques jours, l'étude de Mercer sur le coût de la vie et du logement pour les expatriés de juin 2020. Paris est la 50e ville la plus chère. Et en fait, elle est bien moins chère du coup dans le classement que de grandes villes comparables. New York est 6e, Shanghai 7e, Berne 8, Genève 9, Pékin 10, Londres est 19e. À niveau de salaire comparable, en fait, une personne vivant à Paris dispose d'un pouvoir d'achat bien plus important qu'une personne vivant à Londres, par exemple. Et donc, nous valorisons aussi auprès de notre communauté l'excellent rapport qualité-prix de nos services publics. On sait qu'il y a aussi des complexités administratives qui perdurent, qui reviennent dans l'enquête. On les connaît. Et effectivement, nous contactons au quotidien avec les entreprises et on travaille aussi avec les administrations concernées, en bonne intelligence aussi, entre la région et les cabinets des ministres et du Premier ministre pour améliorer ça. Je cite juste un exemple. La Sécurité sociale a mis en ligne en 2019 une plateforme en français et en anglais à destination de tous les employeurs pour immatriculer plus facilement tous les salariés étrangers et leurs conjoints. Merci beaucoup Lionel. Donc des points, vous voyez bien les points à des niveaux très variés de l'expat, de l'entreprise, mais aussi rien ne se ferait sans les territoires pour organiser cet accueil. Donc, je vous disais en introduction, ce baromètre sur lequel on a eu plus de 7600 réponses à plus de 300 questions, donc des heures et des heures de travail pour le décortiquer. Il fait émerger des tendances de fond dont on reparlera, mais quand même tout a été bouleversé depuis le mois de janvier par l'arrivée du coronavirus. Donc une arrivée qui, pour nous qui sommes dans la mobilité internationale, nous a frappé extrêmement tôt. Je pense que dès le mois de janvier, on était tous sur le pont pour observer ce qui se passait, parce qu'on avait, quand on travaille avec la Chine, on avait tous l'intuition que ça allait être un bouleversement majeur et durable pour le monde et par notre petite fenêtre, très profondément pour notre monde de l'expatriation. Alors, bouleversement, vous voyez la une de notre site Femmes Expat. Alors, ces enjeux, quels sont-ils? Je pense que quelque part, il y a des expats qui nous disent la fête est finie. Il y en a d'autres qui nous disent ça n'était pas la bonne année pour partir en expatriation. On vit, alors, il faut laisser les choses à leur place. On vit dans un drame planétaire. Il y a des centaines de milliers de morts. La situation des expats par rapport à ça peut sembler anecdotique. Néanmoins, nous, pour être au quotidien avec les expatriés, on voit quand même des choses difficiles et dont on a besoin de vous parler. Quel est l'impact pour les expatriés de ce confinement? La première chose, c'est, on va dire, comme tous les gens du monde, d'être confinés, de se retrouver en télétravail, de faire l'école à la maison, etc. Jusque-là, pas de changement. Quelle est la différence quand on est expat? Eh bien, la première chose, c'est d'abord qu'on va être enfermé à la maison, dans un pays qui n'est pas le sien. Et donc là, le fait de se retrouver à cheval entre deux cultures peut être extrêmement compliqué. Je vous prends l'exemple d'une jeune Taïwanaise qu'on accompagnait au mois de mars et qui me disait, je suis quand même complètement perdue. À Taïwan, mes parents me disent, l'essentiel, tu mets un masque. En France, on me dit, le masque, ça sert à rien. Je suis un peu perdue. Ça, c'est la version soft. Et comme chaque fois, on va avoir une version soft et une version hard. La version hard de ce sentiment d'être entre deux cultures, c'est dans pas mal de pays, et je pense notamment à l'Afrique et certains pays d'Asie, le fait d'une xénophobie croissante, où les expats vont être considérés comme soit ceux qui apportent le virus, soit ceux qui vont profiter du système de soins dans un moment de grande tension déjà pour les locaux, et se sentir mal accueillis. Alors, finalement, ça n'a pas dérapé, mais il y a des gens qui se sont sentis vraiment en fragilité. Et puis, il y a un certain nombre de pays où on sait bien, je pense à l'Amérique du Sud, que la situation est explosive et que les expats ont l'impression de vivre au bord du poudrier. Donc, confinement, comme tout le monde, mais avec un sentiment d'isolement accru. Imaginez que vous êtes en Chine et que vous deviez demander des masques ou vous inscrire sur certains sites et que vous ne parlez pas le chinois. Vous vous sentez encore plus étranger que d'habitude. Et puis aussi, parfois, confinement en répétition. Ça, on le voit souvent avec des expats qui ont été confinés à Shanghai, arrivent en France pour se reconfiner, repartent à Shanghai, se retrouvent confinés. Des gens qui sont confinés depuis le mois de janvier, on en arrive. Je continue à monter dans ce qui est compliqué. Ce qui est de plus pour les expatriés et qui touche alors là la nature même de l'expatriation, c'est ce qu'on appelle le travel ban, c'est-à-dire le gel des frontières. Le fait que le ciel soit vide, ça révolutionne l'expatriation. C'est plus le même contrat. Comme nous disait une jeune femme, avant j'habite toujours à 8000 km de chez mes parents.
Avant, c'était quelques heures d'avion. Maintenant, j'ai l'impression que si je veux les retrouver mes parents, c'est 8000 km, il faut que je les fasse à la nage. Donc, la distance devient insurmontable. C'est ce que nous, on a vécu pendant quelques semaines avec le confinement. Et on a vu ce que ça donnait en cas de deuil. On a vu ce que ça donnait pour même les plus beaux événements de la vie. Une naissance, quand il y a des expats qui nous disent j'ai jamais un bébé au mois de février, je ne l'ai toujours pas présenté à mes parents, je ne sais pas si je pourrais le leur présenter avant l'année prochaine. Ce n'était pas du tout avec cette idée-là qu'ils sont partis en expatriation. Et peut-être le plus violent, et qu'on voit régulièrement, c'est des couples qui ont été séparés au moment du travel ban. Je pense notamment à des familles en Chine, mais c'est aussi beaucoup le cas en Afrique, où il y a soit une famille, un conjoint qui a décidé de rentrer pour des raisons de sécurité, soit tout simplement qui s'est trouvé piégé au moment du travel ban. Et on voit, et c'est pas anecdotique, hein, c'est des centaines de couples qui sont séparés depuis le mois de janvier, février ou mars, sans perspective de savoir quand est-ce qu'ils pourront se retrouver. Et ça, voilà. Et là encore, par rapport aux centaines de milliers de morts du Covid, c'est peut-être pas grand-chose, mais à l'échelle d'une famille, ce sont des situations extrêmement difficiles, et en tout cas, qui changent radicalement le visage de l'expatriation. Donc, on vous parlait tout à l'heure d'auberge espagnole, on passe de je travaille, je vis là où je travaille, à je vis là où j'ai envie de vivre, et de toute façon, puisque je peux travailler à distance, il n'y a plus tellement de connexion entre là où je vis et là où je travaille, il y a une espèce de fête de la mobilité internationale, à un brusque retour des réalités, et notamment des facteurs distance qui s'imposent à nouveau. Ça, c'est pour les expatriés. Du côté des entreprises, la gestion de la crise a été aussi complexe. D'abord, parce que vous voyez ce qu'il faut accompagner. Et en plus, à cause d'une extrême complexité des statuts, je vais vous prendre juste un exemple, vous vous rendiez compte. Le cas d'un expat en Inde bloqué au mois de février ou au mois de mars par le travel ban, qui est donc expat en Inde depuis Paris depuis le mois de mars, vis-à-vis du fisc, quelle est sa situation? Est-ce qu'il est toujours expat ou pas? Et ben c'est un beau casse-tête, et ce casse-tête, il va se répercuter avec un Mexicain au Chili, avec un Américain à Nairobi. Et pour les services de mobilité que représente Sylvia Wiggins, c'est extrêmement complexe. Sylvia, je te laisse commenter cette période qui fait honneur à ta fonction, quelque part. En effet, j'ai pensé à un exemple. On a eu sur la Russie, sur l'Italie, sur les familles qui étaient en effet séparées, et donc il faut les accompagner. Alors, nous, on a une entreprise avec des valeurs humaines fortes et une culture de proximité et simplicité. Et on était comme tout le monde, on ne savait pas au mois de mars qu'est-ce qui allait se passer. Donc, on a tout simplement passé un coup de fil à tout le monde, et ça a eu un impact auprès des familles. Alors, on a l'avantage, comme on reçoit le ou la conjointe au moment de la préparation de départ, on a des relations privilégiées avec nos familles en expatriation, et du coup, ça vient nourrir un petit peu la relation. Et après, bien sûr, en tant qu'entreprise, on a des assisteurs, donc c'est des entreprises qui sont là pour accompagner sur le plan technique, sur le plan sécuritaire, sur le plan médical. Et il faut connaître ses clients. Nos expats sont nos clients. On connaît les familles où il y a peut-être un risque avec des sentiers un peu plus fragiles. Et on leur a donné cette possibilité aussi de rentrer s'ils le souhaitaient. On a aussi contacté les étrangers qui arrivaient en France. On a eu le cas d'un Brésilien qui est arrivé samedi pour être confiné le lundi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi où on les accompagne pour rendre les choses plus simples au niveau du télétravail. Et là, on a vu que tout le monde s'est mobilisé au niveau de l'entreprise, peu importe le pays, peu importe le secteur d'activité. Tout le monde avait un focus, c'est préserver nos salariés et pouvoir nos clients d'aller en magasin. Donc, ça, c'était une vraie force. Et moi, je félicite les expatriés dans ces moments qui sont... parfois, les gens, ils ont une impression que l'expatrié qui part au Brésil, en Italie, etc., c'est la belle vie. Mais là, ils ont dû aller chercher dans leurs compétences
des choses qui sont importantes, leur capacité de transformer des situations difficiles en de la résilience et pour leur famille, pour leurs enfants. Et je reviens au bon choix des personnes qu'on envoie. Mais c'est sûr que ce n'est pas des moments faciles. Et après, chacun doit contribuer pour construire quelque chose qui soit réalisable derrière. Merci beaucoup, Sylvia. Chez Expat Communication, ce qu'on a fait le plus rapidement, ça a été de mettre en place ce qu'on a appelé les rendez-vous des expats confinés, parce que finalement, le grand besoin des expatriés, c'était de pouvoir prendre du recul sur leur situation et de se retrouver entre eux pour discuter, avec un grand sentiment d'abandon par rapport à la France. Vous savez, c'est toute cette actualité des mois de mars-avril qui a été on rapatrie tous les Français qui sont à l'étranger, mais les Français de l'étranger, eux, doivent rester dans leur pays d'accueil, qui a été plus ou moins compris. Et puis surtout, un sentiment de décalage qui est inévitable. Je veux dire que, entre ce que racontait la presse en France et ce que vivaient les expats qui ont toujours cette caractéristique d'être à cheval entre deux pays. C'est-à-dire que c'était à la fois les cris d'alarme de ceux qui étaient en Asie au mois de février, début mars, qui disaient « mais réveillez-vous, est-ce que vous voyez la vague qui arrive ?» et qui se désespérait de se sentir comme Cassandre. Et à l'inverse, de ceux qui étaient en Amérique et qui, eux, voyaient ce qui se passait en France et qui essayaient de transmettre aux États-Unis le message de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils entendaient dire sur la France et dont le message ne passait pas. Donc l'accompagnement, ça a été beaucoup de l'écoute, donc d'organiser des cafés, des apéros virtuels. Ça a été beaucoup aussi des ateliers spécifiques pour les familles où il y a des difficultés, puisque, et ça, on a tous vécu de façon provisoire pendant le confinement, quand on ne peut plus bouger, quand on ne peut plus avoir accès à sa famille, ça veut dire que toutes les difficultés qui autrement se résoudraient de façon... Enfin, les entreprises n'en entendraient pas parler parce que ça serait résolu au sein de la famille, vont prendre plus d'ampleur. Avec, je pense par exemple à tous les cas où il y a des difficultés avec des enfants et à tous les cas de difficultés conjugales qui sont de toute façon un des gros problèmes de l'expatriation. Non pas que ce soit très fréquent, mais parce que quand on est loin de ses bases, quand on est dépendant de son conjoint, les crises conjugales sont particulièrement difficiles à vivre. Alors imaginez en plus avec le confinement, quand il n'y a plus la soupape du retour vers le pays d'origine, on voit des situations difficiles qu'on accompagne. L'autre situation qu'il faut accompagner, c'est le télétravail. Le télétravail, pour tout le monde, c'est compliqué, et on en a tous fait l'expérience. Là-dessus, je veux dire que les expatriés sont plutôt extrêmement bien équipés. Ce sont ce qu'on appelle des early adopters sur la plupart des techniques. Et là où beaucoup de Français ont découvert Zoom au mois de mars, pour les expatriés, Teams, Zoom, etc. sont des vieilles connaissances, puisque de toute façon, quand on est à cheval sur plusieurs pays, on est à cheval sur plusieurs technologies. Ce qui est plus compliqué, c'est de gérer à distance des équipes internationales. C'est-à-dire qu'en fait, les complexités de management vont non pas s'additionner, mais se multiplier. Donc, vous devez gérer une équipe en temps de crise, et ça, c'est l'art du management poussé à son état brut, mais en plus à distance. Jusque-là, on peut dire en égalité avec les Français, mais en plus dans un contexte international avec des équipes interculturelles. Or, le comportement logique en temps de crise, c'est de se replier sur sa culture d'origine et sur les comportements les plus typiques de sa culture d'origine. Et on a fait des enquêtes auprès des expatriés et on a vu effectivement, quand on leur demandait comment ça se passe avec vos équipes, surgir un agacement qui avait clairement une origine interculturelle. Ah oui, mais ils dramatisent tout. Je suis en Amérique du Sud et je suis étonnée à quel point ils voient la situation en noir. Je pense que si jamais cette personne-là avait géré son équipe en présentiel, elle aurait davantage pensé aux enjeux culturels que du fait de se retrouver enfermée chez elle, parfois même au siège finalement, que quand elle est directement avec ses équipes. Voilà, donc toutes sortes d'accompagnements mis en place pour gérer cette situation. Sylvia, est-ce que tu veux nous dire aussi un mot des accompagnements spécifiques que vous avez mis en place pour cette période ?
Alors, nous, on avait déjà une cellule de crise, mais du coup, il y a des cellules de crise qui ont été identifiées dans chaque pays avec des personnes qui devaient changer bien sûr, en cas de Covid, et on a eu le cas. Et chaque entreprise, après, on a créé aussi un drive où chaque entreprise devait indiquer ce qu'ils avaient mis en place, parce que ce qu'on met en place au Brésil, on ne peut pas mettre en place, par exemple, en France ou en Russie. Les Brésiliens, ils m'avaient envoyé une photo, ils ont mis une douche à l'entrée d'un des magasins Leroy Merlin Brésil. Et cette douche était là par rapport au Covid. Et nous, on avait trouvé ça fascinant, mais bien sûr, on ne peut pas le faire dans tous les pays. Donc, il faut vraiment, vraiment adapter local pendant cette période-là. Au niveau des contrats de travail, tout à l'heure, Alix, tu en as parlé. Après, il faut du bon sens. Il y a des gens qui devaient partir. On a changé, on a déplacé les contrats de travail. Il y a des gens qui devaient rentrer cet été. On a avancé les retours. Donc, ça demande l'agilité aux équipes RH. Et puis, il y avait une vraie complexité pour laquelle on a eu de la chance d'être accompagné par nos prestataires. C'était les enjeux fiscaux, sociaux, chômage. Quid de l'italien détaché en France en cas de chômage partiel? Comme il n'a pas de contrat de droit français, non, il n'a pas le chômage en France. En Italie, il n'a pas le chômage parce qu'il n'effectue pas son travail sur le sol italien. Idem pour les Français détachés de l'étranger. Donc, il y a eu beaucoup d'entreprises. On a passé beaucoup de temps à monter en compétence sur toutes ces parties-là et apporter des réponses aux équipes, aux RH dans les pays. Et puis, tu as abordé aussi le virtual assignment et ça, c'est intéressant parce que j'entends parfois aussi parler que c'est moins cher. Mais il y a pas mal de choses cachées derrière les virtual assignments. Pour moi, le virtual assignment, c'est celui qui souhaite rester dans son pays et continuer à travailler. Et il y a des enjeux qui sont tellement complexes pour le manager au niveau rémunération. Et dans une entreprise comme le nôtre, où la culture de proximité est importante, l'impact aussi interculturel est vraiment très important. Et il ne faut pas négliger quelque chose qui apparaît très attractif, le commuting, le virtual assignment. Et ça remplace, je pense, un peu de virtual assignment, un peu de commuting, et on a une expatriation qui est réussie. Dernier point dans cet accompagnement de cette période, ce qui mérite un accompagnement aussi particulier en ce moment, ce sont les transitions. Comme disait Sylvia, on a anticipé des retards, des départs, des retours. On est quand même aussi beaucoup environné d'incertitudes. Là, nous, on a annulé toutes les préparations pour les expats qui partent aux États-Unis, avec un gel des visas jusqu'au mois de janvier, beaucoup de programmes sont annulés. En revanche, je peux vous citer le cas de cette femme qui part en Afrique et qui nous racontait que son mari a démissionné, ils ont loué leur appartement, vendu la voiture et mis les affaires dans le container. Et 2 jours avant leur départ, alors que le container est déjà quelque part sur un bateau, annulation des billets d'avion, ils ne savent pas quand ils partent et peut-être même ils ne savent pas s'ils partiront. Voilà le genre de... Alors là, je prends bien sûr le cas le plus extrême, mais néanmoins, partir en 2020 ou revenir en 2020, c'est un challenge qui, là encore, remontre la notion de risque et d'incertitude qu'il y a dans l'expatriation, qu'on avait un peu oublié au temps de l'auberge espagnole. Alors, tout ça nous emmène vers la dernière partie de cette présentation, qui est bon, très bien. Donc, on voit bien, il y avait des grandes tendances. Là, il y a ce bouleversement. Est-ce qu'on a quelques idées de ce qui pourra se dessiner par la suite? Alors, évidemment, on n'a pas de boule de cristal. Je pense que déjà, ce qui est le plus important, c'est de se rappeler des enjeux en présence. Les enjeux en présence et qui vont jouer sur l'équilibre de l'expatriation, c'est évidemment d'abord la crise économique et la nécessité de réduction de coûts pour beaucoup de grandes entreprises. Parmi les grandes entreprises qui expatrient, il y en a beaucoup qui sont liées au domaine des transports, au domaine de l'énergie, au domaine de la construction, au domaine du commerce. Autant d'entreprises qui sont touchées de plein fouet par la crise, plus ou moins durablement,
mais certainement pour des années. Et donc, ça va avoir clairement un impact sur les packages et la capacité financière des entreprises de financer des expatriations. Autre facteur, les efficacités et les limites du télétravail. Sylvia nous parlait des virtual assignments et des coûts cachés du télétravail. Néanmoins, il faut dire que le télétravail a quand même bien fait ses preuves pendant cette période et qu'il y a beaucoup d'expatriés qui me disent « j'ai pas vu mon patron depuis le mois de février, il est en France depuis le mois de février ». Et pourtant, elle tourne, hein, comme ils disent. Donc, voilà, quelle nouvelle forme est-ce que ce télétravail va prendre et dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois la possibilité pour l'entreprise de garder les gens au siège pour travailler dans les filiales, mais aussi, de façon plus large, un appel à une concurrence mondiale de talents qui ne se déplaceraient pas de chez eux ou peu. Ça dépasse largement le champ de l'expatriation. C'est vraiment une transformation du marché des ressources humaines. Enfin, dernier facteur en jeu, c'est ce dont on vous parlait tout à l'heure, ce spectre du gel des frontières et de ce changement profond du contrat d'expatriation. Si je peux à tout moment être bloqué et passer 6 mois loin de ma famille, où est-ce que je veux être? Et ça, d'après les témoignages des expatriés, c'est vraiment une réflexion qui est au cœur de leur décision en ce moment. Alors, ça, c'est ce qui est certain. Après, comment est-ce que ça va se combiner et du coup, quel va être l'impact sur les différents mouvements qu'on a vus tout à l'heure? C'est là qu'évidemment, on rentre dans la conjoncture. Ce qui est possible, c'est qu'il y ait une baisse du volume d'expatriation pour des raisons financières, mais aussi à la demande des familles avec des retours qui semblent être beaucoup plus importants cet été que d'habitude. Ce qui est possible aussi, c'est ce dont vous parlez tout à l'heure, c'est un renforcement du télétravail et comme le disait Sylvia, d'un combiné de travail à distance et de déplacements ponctuels pour penser une expatriation, ou alors un essor encore plus fort des célibats géographiques. Donc on vous disait, c'est quand même quelque chose qui peut toucher jusqu'à 20% des expatriés, 25% des femmes expatriées, 27% exactement des femmes expatriées. C'est peut-être quelque chose qui va encore plus se développer. Quel sera l'impact sur la volonté de partir? Je crois que c'est là une des grandes inconnues. On est face à des générations pour qui le fait de vivre à l'étranger et pour lesquelles le fait de se développer personnellement et professionnellement par un passage à l'international est considéré comme incontournable. Quel va être l'impact? Parmi tous ces changements, il va être extrêmement difficile de voir quels sont les facteurs, mais de toute façon, on aura à court terme probablement une baisse de l'expatriation et c'est là notre point, un besoin d'accompagnement encore plus fort, puisque la notion de risque revient dans l'expatriation. Alors, préparer à quoi? Préparer davantage aux enjeux de l'expatriation avant le départ. Et là, par exemple, on voit beaucoup plus des couples qui viennent en disant « on aimerait partir en expatriation, mais on aurait besoin de discuter avec vous pour savoir dans quelle mesure c'est un risque raisonnable ou pas et de voir comment l'activer et comment le gérer. » Ce qu'on va voir aussi beaucoup plus, c'est des préparations interculturelles pour être sûr puisque les enjeux de travail à distance et de productivité vont être encore plus forts, comment je fais pour être sûr de comprendre mon équipe et d'être efficace dans ces nouvelles organisations de travail qui vont dessiner l'expatriation. Sylvia, avant qu'on regarde l'impact possible pour les territoires, est-ce que tu veux commenter sur ce que vous mettez en place chez ADO? Oui, alors je rebondis sur la baisse de volume de l'expatriation. Je pense qu'il va en avoir, certes, mais je reviens toujours à la question, est-ce qu'en amont, on a fait le travail nécessaire? Si une entreprise a besoin d'un expatrié, il dépensera l'argent nécessaire pour l'expatrié et sa famille sur place. Le rôle, c'est aider les RH et les managers aujourd'hui à choisir est-ce que c'est vraiment un poste d'expatriation ou est-ce que le poste il peut se faire à distance.
Après, à distance, je commence à voir arriver des projets, surtout en Italie et en Espagne, où les collaborateurs souhaitent vivre dans leur pays d'origine et travailler 50% en France et 50% en télétravail. Alors, ça génère des complexités au niveau fiscal, au niveau social, où est-ce que je dois payer de l'impôt dans les deux pays, payer les charges dans quel pays. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner, c'est de réaliser tout ça, mais il faut trouver des solutions qui sont workable pour le manager, pour le collaborateur. Et ce n'est pas forcément, comme je disais tout à l'heure, ça peut engendrer d'autres frais, la double fiscalité, une fiscaliste en Espagne et une fiscaliste en France. Le travail à distance, nous, dans l'entreprise, nous, on a vu que on s'est donné nous-mêmes d'être agile et l'entreprise a su prendre un virage là au niveau digital important. Et le Covid a accéléré, comme quoi la Covid a eu aussi des bonnes choses. Par contre, ce qu'on va aller chercher, en effet, ça va être les accompagnements de nos prestataires et puis des entreprises comme NetExpat. C'est de venir rajouter d'autres formes d'accompagnement et qu'on le travaille ensemble. Chacun est expert dans son métier. Expat Communication, vous, votre métier, c'est accompagner sur toute cette partie coaching que nous, les conjointes, ils sont très friandes, et sur l'accompagnement aussi pour trouver aussi éventuellement un poste au retour. Et ça, je pense que c'est un enjeu qui est très important. Le collaborateur lui-même, son monde, il change par rapport à peut-être la notion d'incertitude et peut-être un accompagnement humain et accompagnement peut-être psychologique plus important aussi. Parce que nous, on s'est posé la question pour ceux qu'on a dû rapatrier d'Ukraine ou de Moscou. Est-ce que c'était la bonne idée de se retrouver dans un 2 pièces en France avec ses enfants? Est-ce que c'était pas mieux quand même de rester dans le pays d'accueil pendant cette période-là? Donc, il y a peut-être aussi un rôle pour les équipes RH et les équipes de mobilité internationale aussi, de nous accompagner, de nous former aussi sur certains outils pour mieux accompagner les collaborateurs. Merci beaucoup, Sylvia. Donc, complexité, incertitude et finalement, donc on disait, l'auberge espagnole, c'est terminé dans le sens où, en ce moment en tout cas, la fête est finie. Ce qui va se renforcer, c'est la diversité des approches et une complexité beaucoup plus grande encore de la capacité à définir l'expatriation dans ce continuum entre le travail à distance et l'expatriation full-time. Et ça, c'est quelque chose que les territoires vont devoir prendre en charge. Lionel Grotto, à la fin de ce confinement, c'est sûr que pour la région, il y a encore tout un champ d'adaptation et de nouvelles perspectives. Oui, tout à fait, effectivement. Alors, tu évoquais, Alix, la concurrence mondiale de talents qui ne se déplacent pas de chez eux ou peu et qui, devant leur ordinateur, contribuent à des missions dans une entreprise, dans une autre. Donc, je pense que ça, c'est effectivement sûrement une partie de la tendance, mais que ça ne va pas annuler, à notre sens, la notion d'attractivité de territoire et la notion encore qu'on pense qui va rester forte. Alors, bien sûr, comme tu le disais, on est encore peu après la crise en train de faire des analyses. Il y en a beaucoup d'échanges sur ce sujet avec nos partenaires aussi, autres agences en Europe. Mais voilà, la notion d'écosystème d'innovation, la notion de territoire. Tu as parlé notamment de la notion de management d'équipe interculturelle. Ça reste malgré tout un sujet compliqué à distance. Et puis, ce qu'on continue de constater, nous, dans les entreprises qu'on accompagne, on a notamment des clubs d'entreprises étrangères implantés en Île-de-France qui aujourd'hui portent beaucoup de projets stratégiques dans la région. On en recense aujourd'hui 65 pour plus de 10 000 emplois. Et ce que nous disent ces entreprises, c'est que le recrutement et le fait de pouvoir recruter des talents, y compris de l'étranger, reste un vrai sujet. Et aussi avec cette notion d'écosystème local, d'entreprise, de laboratoire, d'école, de filières qui contribuent à pouvoir faire avancer une entreprise dans la direction de l'innovation et dans la direction de sa stratégie.
Et puis, c'est souligné dans l'étude aussi, on voit que les expatriés, ils partent d'abord pour une aventure humaine et culturelle, pour 59% d'entre eux, pour la qualité de vie, avant la carrière. Et donc, il n'y a pas que l'aspect télétravail à prendre en compte. Il y a tout cet aspect découvrir un pays, découvrir un territoire qui est aussi importante. Il y a des campagnes qui vont être lancées cet été aussi pour relancer le tourisme. Et donc nos collègues du comité régional du tourisme qui sont en première ligne là-dessus avec Atout France. Et on pense que voilà, c'est aussi des dynamiques qui vont se maintenir. On était récemment avec un investisseur à qui on a fait visiter le site de Villaroche. Pour ceux qui n'ont pas nécessairement en tête, c'est dans la Seine-et-Marne. Et l'investisseur extrêmement impressionné par un écosystème à la fois finalement pas si loin de Paris, avec un écosystème d'entreprise et business finalement exceptionnel. Et puis, ils ont pu en fait voir la qualité et la diversité du type d'habitation. Et voilà, il y a la Seine, on voit Paris au loin, c'est assez exceptionnel. Et pour eux, c'est des sites qui, en fait, en Europe n'existent pas de cette qualité-là. Et donc, on voit des investisseurs aussi qui recherchent encore le territoire, l'ancrage quelque part, et finalement un siège qu'on veut installer quelque part. Alors, effectivement, un point de nous qu'en ce moment on pousse beaucoup, parce qu'on pense que c'est vraiment le moment, c'est que l'Île-de-France dispose de territoires attractifs et méconnus, qui sont à la fois verts, avec une connectivité et une qualité de vie exceptionnelle, et à des prix très inférieurs à ceux de Paris. La crise sanitaire, pour nous, est l'occasion de révéler leur attractivité. Cette notion de territoire d'accueil, alors je vais en citer quelques-uns, et forcément, je vais en oublier, mais je pense que c'est important de pouvoir aussi fixer les idées. Et ce n'est pas forcément des choses qui sont connues, même des franciliens, même des expats au retour, a fortiori pas des étrangers. Le Grand Paris Express, c'est des réalités qui sont déjà là ou qui vont arriver très prochainement. Et dès aujourd'hui, voilà, Marne-la-Vallée, par exemple, un environnement très vert, bien connecté à Paris, des emplois à haute valeur ajoutée, de nombreux programmes de logement neuf, sur Noisy-le-Grand avec le lycée international, sur Champs-sur-Marne, à Chécy, à Bussy-Saint-Georges, mais aussi dans d'autres zones d'Île-de-France, Saint-Germain-en-Laye, bien sûr, Cergy-Pontoise dans le Val d'Oise, Maison-Lafitte, Chatou, Chambourcy, Montigny-le-Bretonneux, Versailles, le plateau de Saclay aussi, où je rappelle qu'on peut vivre et travailler dans un cadre préservé. Hier, Fontainebleau, Ozores-la-Ferrière. Voilà, ce ne sont que quelques exemples, mais aujourd'hui, très concrètement, nous travaillons avec ces territoires pour promouvoir leur attractivité et pour montrer qu'en Île-de-France, en fait, on peut aussi avoir de belles capacités de vie et la plupart d'entre eux, enfin un certain nombre d'entre eux d'ailleurs ne nous attendent pas et on constate, et vous serez les premiers à le voir, qu'effectivement il y a de plus en plus d'articles sur le sujet. Ce sujet-là est remis finalement en perspective. Je ne crois pas tellement au phénomène des Parisiens qui vont déserter Paris et s'installer en province. Par contre, je pense que la proximité immédiate de la ville dense avec toutes les opportunités qu'elle représente, voilà, ça c'est une vraie réalité. Je vais conclure peut-être rapidement en parlant du sujet télétravail. Une vraie force, je pense, de la France et de l'Île-de-France dans cette crise, malgré tout, c'est que de nombreuses entreprises sont passées très rapidement au télétravail en démontrant à la fois leur propre agilité et la force de nos infrastructures digitales, avec un territoire 100% très haut débit en 2021. Certains de nos concurrents se sont retrouvés à faire des visios, mais sans la vidéo, en fait, parce que sinon, ça passe pas. Et ça, c'est des réalités et c'est un vrai avantage compétitif aujourd'hui. Donc, le développement aussi d'une mobilité écologique durable et abordable, c'est aussi important. Et donc, c'est le sens de l'aide à l'acquisition de vélos électriques mis en place par la région Île-de-France ou du déploiement d'un RER vélo sur lequel la région a annoncé le soutien à hauteur de 300 millions d'euros à cette initiative portée par un collectif de 30 associations. Donc, voilà ce que moi, je souhaitais dire sur ce sujet. Pour nous, c'est plutôt des belles perspectives qui accompagnent un mouvement qu'on pousse depuis longtemps, le Grand Paris, vivre bien en Île-de-France. Et on pense que c'est vraiment aujourd'hui the moment, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Lionel. Et c'est vraiment intéressant. Est-ce que ça se fait? Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir cette perspective aussi de territoire qui complète bien l'approche expatriée et entreprise. Et donc, pour conclure globalement, je vous disais en introduction, moi, quand on s'est retrouvé avec les chiffres de notre baromètre 2019, on s'est dit, mais est-ce que ça parle encore? Est-ce que ce tableau du monde d'avant peut être utile pour le monde d'aujourd'hui et pour voir les perspectives du monde de demain? J'espère vous avoir convaincu que oui, finalement, ces grandes tendances
de bien comprendre pourquoi est-ce qu'il y a la persistance des packages, de voir l'émergence de ces global nomades qui finalement ne sont des ovnis dans la mobilité internationale, va se poursuivre avec l'explosion du télétravail, mais demandera de l'accompagnement au départ pour gérer ces risques liés à l'expatriation. Les notions d'attractivité, aussi bien des entreprises et de leurs missions que des territoires, deviendront clés dans un monde dont on voit bien que la concurrence, où on voit bien que la concurrence des talents sera encore plus vive et l'appétence pour la qualité de vie plus importante. Ce qui nous amène à se dire qu'on est en pleine transformation, c'est un moment passionnant dans l'histoire de l'expatriation et je pense que le baromètre n'a pas fini d'être utile et qu'il va falloir mesurer de près les évolutions qu'il dessine dans les mois qui viennent. Et donc, on vous donne un rendez-vous dans quelques mois pour vous raconter ce qui sera advenu de ces conjonctures. Voilà, on a fini à peu près à l'heure et il est temps maintenant de répondre à vos questions donc, sur l'ensemble de ces sujets liés au panorama de l'expatriation et de l'impact du Covid. Bonjour, Aurélia, donc, du blog de la digitalisation RH de PeopleDoc. Moi, j'avais une question, c'était surtout par rapport justement à l'expérience des collaborateurs comme ça, expatriés. Parce que vous l'avez dit, finalement, d'être à cheval entre deux pays, ça impliquait aussi déjà d'être à cheval sur plusieurs technologies, d'avoir cette communication à distance, potentiellement, voilà, avec les DRH ou avec des personnes du siège de la maison mère, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, du coup, avec le Covid, qu'est-ce qui a finalement réellement changé, mis à part effectivement le télétravail à 100%, qu'est-ce qui a le plus changé, on va dire, justement dans la communication entre les expatriés et le siège, et comment ça va se développer par la suite, parce que j'imagine qu'il n'y a pas forcément plus de solutions digitales à mettre en place, mais c'est peut-être des changements de comportement. Comment vous voyez, vous, les choses par rapport à ce niveau? Alex, je veux bien répondre sur une première partie. Sur, nous, on est un siège, on a deux sièges à peu près qui vaut 1200 et 1000 personnes sur notre bâtiment. Et les gens pensent qu'ils travaillent au niveau international parce qu'ils échangent parfois par email, parce que de temps en temps, ils en appellent. Et là, pour le moment de l'expatriation, là, tout le monde a dû prendre, au lieu de travailler avec la personne qui est à côté de lui, c'est humain, mais on a tendance à travailler vraiment avec la personne qui est à côté de nous. Et on dit qu'on travaille à l'international, mais les personnes qui ont l'habitude d'être en télétravail, on a des personnes qui sont en télétravail depuis un certain temps, c'est souvent les personnes qui sont les plus agiles dans l'entreprise. Et je trouve que ça amène une nouvelle culture aussi au sein de l'entreprise et dire aux gens, on doit être plus agile, on doit appeler la Russie, la Chine, le Brésil, et aussi rompre un petit peu tous ces projets qui se font au niveau d'un siège. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir des projets qui sont transverses, on travaille avec une personne au Brésil, une personne en Russie, une personne en Chine, avec les décalages horaires, etc. Et c'est pour certaines entreprises, c'est des nouvelles façons de travailler, même si on l'écrivait, si on les disait. Là, pendant cette période, nous, on a vu avec les expatriés, eux, ils sont les plus agiles aujourd'hui parce qu'ils ont l'habitude. Beaucoup de choses sont gérées aussi sur WhatsApp. Ils ont leur propre WhatsApp pour donner les bons plans. Les collaborateurs russes en France, ils ont souvent leur propre Facebook. Et c'est... on a beau avoir des outils, il faut savoir s'en servir. Et je pense vraiment au niveau de nos bureaux, ça commence à changer vraiment la culture, une partie de la culture de l'entreprise. Ouais, j'irai complètement dans ton sens, Sylvia. Moi, ce que j'ai senti,
et je peux vous donner l'exemple, on anime un groupe de 30 coachs partout dans le monde, et ce groupe a vraiment pris naissance. Il y a vraiment un changement qualitatif très fort pendant le Covid, parce que, et comme le dit Sylvia, au siège aussi, le télétravail est devenu la norme. Et à partir de là, pour ceux qui ont l'impression d'être des satellites dans les filiales, ils étaient à égalité avec les autres, et la culture, même des réunions, est devenue beaucoup plus inclusive. Et là, depuis le déconfinement en France, on est beaucoup plus vigilant à dire que les réunions donc, vont par nature redevenir un mix de présentiel et de distant, mais on va organiser la réunion en fonction de ceux qui sont à distance, ce qui est une nouveauté. Avant, la réunion était faite pour ceux qui sont au siège, et ceux qui étaient à distance étaient quelque part périphériques et bien contents d'avoir une webcam dans un coin. Maintenant, il est une intolérance totale, par exemple, aux small chats dans la salle de réunion, puisque ça, c'est pas inclusif. Il faut vraiment celui qui est à distance ne perde rien de l'information. Et c'est valable pour les réunions, c'est valable pour les projets. Donc, un fonctionnement en réseau qui s'est accéléré grâce au Covid et qui va faciliter l'inclusion des collaborateurs expatriés et notamment leur retour au siège. Parce que je pense que par une meilleure inclusion dans les projets et dans les réunions du siège, on facilite leur intégration en interne. Merci beaucoup. Merci pour ces réponses. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Sandra Camille du petitjournal.com. J'aurais une question. Est-ce qu'il est plus facile aujourd'hui pour un conjoint d'expatrié de s'approprier un projet d'expatriation parfois subi? Alors, ça reste c'est un grand sujet aussi bien pour Sylvia que pour moi. Le projet du conjoint reste une réalité assez méconnue des couples qui vont partir. C'est-à-dire qu'il y a une certaine inconscience, c'est un mot un peu fort, mais le conjoint, le couple qui part est persuadé généralement que le conjoint pourra travailler facilement dans le pays où il va, qu'après tout on est dans une économie mondialisée, que la France a des beaux talents et que donc il sera facile pour le conjoint de trouver du travail sur place. Or, c'est encore un facteur extrêmement bloquant dans beaucoup de pays et qui est parfois, même en cas d'aggravation, je pense aux États-Unis par exemple, c'est de plus en plus difficile pour les conjoints d'avoir des visas de travail. C'est quelque chose qui était moins vrai il y a encore quelques années. Donc, ça veut dire que pour le couple qui part, avec cette idée que le conjoint trouvera du travail facilement, à distance ou autrement, c'est un choc de réalité d'expatriation, et c'est pour ça qu'on insiste tant sur la préparation, parce que c'est des enjeux qui sont bien vécus s'ils sont anticipés. Si jamais vous partez, vous suivez votre conjoint en vous disant c'est pas grave, dans 3 mois j'ai retrouvé du travail à Londres, à New York ou à Bangkok, et qu'au bout d'1 an vous n'avez pas retrouvé et que vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui sont dans la même situation, là il peut y avoir un sentiment d'être prisonnier, d'avoir été pris au piège, et une grande amertume, une grande frustration du conjoint qui va être un poison dans l'ensemble de l'expatriation. Par rapport à ça, quelle solution? Donc, préparation pour qu'il n'y ait plus aujourd'hui de couples qui s'engagent sans savoir que l'enjeu de la carrière du conjoint reste quelque chose de difficile. Et puis, évidemment, accompagnement. Les carrières des conjoints expatriés, c'est quelque chose d'extrêmement spécifique. C'est des carrières complètement atypiques qui vont prendre des formes très variées. Alors peut-être qu'il faudra faire une pause par une formation. Le bénévolat, qui n'a pas toujours bonne presse en France, c'est quelque chose qui fait très logiquement partie du cursus d'un conjoint expatrié et qui peut en plus à long terme renforcer son employabilité. D'autres types d'emplois, et notamment des emplois à distance. Enfin, voilà, il faut reparamétrer les choses, et ça, bon, évidemment, un accompagnement comme ce que nous on propose peut vraiment faciliter et raccourcir la recherche d'emploi du conjoint et du coup faciliter l'intégration du collaborateur. Sylvia, est-ce que tu veux commenter Oui, ce sujet que tu connais bien? J'ai entendu le mot subir. Alors l'objectif, c'est rien faire subir à une famille. Il faut être transparent, il faut créer de la confiance. Nous, dans la réunion, je demande est-ce que
le ou la conjointe, est-ce que tu veux travailler? Et je leur dis, bah, aujourd'hui, soit c'est possible, soit c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on met derrière le mot travailler? Est-ce que, comme Alex a dit, est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Faire du bénévolat? Est-ce que c'est pas le moment de monter une entreprise? Nous, j'ai eu le cas où j'ai dit, bah, j'ai besoin d'une société de relocation. Je ne trouve pas une société de relocation qui correspond aux besoins. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourra imaginer? On a accompagné des conjointes aussi en leur disant, bah, je pense que la famille sur un parcours multi-pays, bah, il y a aussi l'enseignement français langue étrangère. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on peut utiliser dans plusieurs pays. Et il faut être force de proposition, il faut imaginer et il faut accompagner. Et le travail de la mobilité internationale, c'est réaliser tout ça à moindre coût, si possible, pour l'entreprise. Mais aujourd'hui, moi, je travaille avec 2 conjointes qui sont parties en expatriation. Et aujourd'hui, elles ont monté leur entreprise et elles travaillent pour nous. Et donc, c'est un partage de savoir aujourd'hui. Et j'avoue que autant pour eux et pour nous, l'entreprise, c'est de plus. Je peux peut-être apporter un éclairage rapide aussi, Alix, là-dessus. Super. Effectivement, nous, ce qu'on constate, c'est effectivement les enfants, les conjoints. Donc, c'est un invariable des grands sujets pour les DRH des entreprises qu'on accompagne et pour les salariés. L'avantage de l'Île-de-France là-dessus, et c'est ce qu'on constate derrière les décisions quand on fait les shortlists de où est-ce qu'on va s'expatrier ou qu'est-ce qu'on est capable d'accepter de son entreprise qui nous propose différents sites en Europe pour aller, c'est est-ce que mon conjoint va pouvoir trouver un emploi. Et c'est vrai que l'avantage de l'Île-de-France là-dessus, c'est qu'un emploi sur 6 en Île-de-France dépend d'une entreprise internationale. Il y a un bassin d'emploi qui est extrêmement large, 12 millions d'habitants, etc. Et donc, c'est vrai que c'est une des forces de l'Île-de-France qui, malgré tout, dans ce contexte même actuel, va perdurer et fait que on continue à accueillir un grand nombre à la fois de Français de retour, mais aussi d'étrangers qui viennent en Île-de-France pour le développement que ça leur permet pendant quelques années ou plus. Et je peux aller dans ton sens, Lionel. Et pour moi, c'est un émerveillement. Je n'attends pas moins de toi, Alix, en même temps. Pardon? En même temps, je n'en attends pas moins de toi. On fait chez Expat Communication des groupes de recherche d'emploi pour les conjoints expatriés qu'on appelle les Job Booster Cocoon. Absolument. On les déploie un peu partout dans le monde. On a un groupe qui a démarré à Paris au mois de mars, au mois de novembre, donc qui s'est pris de plein fouet les grèves, puis le confinement. Donc, je veux dire que c'est des gens qu'on a portés à bout de bras avec nos réunions hebdomadaires étaient quand même souvent assez intenses. À ma grande surprise, je dois le dire, fin juin, 90% des gens du groupe avaient trouvé du travail en Île-de-France. Enfin, une solution. Je pense que cet écosystème privé auquel tu participes et que tu fédères et qui est extrêmement large, pour nous, c'est une vraie force et sur laquelle on s'appuie justement pour le public peut pas tout et donc on est vraiment aussi dans ce partenariat parce que derrière il y a un vrai réseau, une force du réseau privé d'accompagnement et qui fait que voilà aussi en Île-de-France on est accompagné quoi. Et des réseaux d'expats, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises et ça c'est un des points qui fait que je suis passionnée par ce métier de la mobilité internationale, c'est qu'il y a des entreprises qui s'engagent, vous voyez, il y a des territoires qui s'engagent. Mais pour des gens qui se battent et qui sont résilients et qui sont actifs aussi. Et dans l'emploi des conjoints expatriés, il y a les efforts que font les entreprises. Nous, on leur donne des outils, on fait de la recherche sur le sujet. On a un centre de formation maintenant, qu'on appelle la Coach Academy, pour former les coachs qui veulent aider les conjoints dans leur carrière. Mais les conjoints eux-mêmes s'organisent. Il y a plein d'associations hyper dynamiques, hyper efficaces. Et par exemple, un groupe Facebook qui s'appelle Expat Valley, qui relaie le site du même nom, dans lequel il y a énormément d'entraide et c'est efficace entre les conjoints eux-mêmes. Voilà, ça, c'est vraiment une des joies de l'expatriation. Bon, j'ai une contrainte, je dois vous laisser, mais merci Alix pour ton travail et ton énergie. Avec merci et merci aux journalistes présents également. Merci Lionel. Au revoir. Merci Lionel.
Alex, je voulais juste rajouter aussi cette question entre entreprises aussi. On peut faire passer le CV d'un conjoint. Donc, il faut aussi être très pratico-pratique. Ça m'est arrivé et les autres entreprises, c'est juste on envoie un CV au RH en disant est-ce que est-ce que vous avez un poste à pouvoir? Nous, on a un collaborateur, le ou la conjointe cherche un poste. Et on a aussi la possibilité, avec notre réseau, c'est de dire qu'on a toutes les entreprises qui sont présentes dans un pays. C'est ce qu'on part en Roumanie, par exemple. On a toutes les entreprises françaises, une liste d'entreprises françaises, et on transmet les CV dans ces cas-là. Un problème complexe, solution multiple. Merci. J'aurais également une autre question. Est-ce que le retour d'expatriation dans la période actuelle risque de présenter un réel challenge pour les expatriés? Le retour est toujours un challenge. Le panorama, les résultats de notre étude le montrent très clairement. Pour 75% des expatriés, il est au moins aussi difficile de revenir que de partir. La raison, c'est celle que je vous disais en introduction, c'est-à-dire le succès d'une expatriation, c'est avant tout le bon rapport entre la préparation, entre l'évaluation des risques et la réalité du terrain. Or, pour le retour, encore trop d'expatriés pensent qu'ils vont juste, comme ils disent, c'est juste rentrer chez soi et donc ce sera facile. Or, il faut absolument considérer le retour comme une nouvelle expatriation. C'est un moment extrêmement difficile sur le plan psychologique, puisqu'on fait le bilan de ce que les autres sont devenus et de ce en quoi on a nous-mêmes changé. Et puis sur le plan professionnel, c'est un moment compliqué, puisque à partir du moment où on a un profil international, on passe quand même dans la catégorie des parcours atypiques que les recruteurs ont du mal à mettre dans une case. En France, on sait, on fonctionne quand même dans les cases. Ce qui fait que le retour peut être une période assez amère pour pas mal d'expatriés qui s'attendent en quelque part à récolter les fruits de leur expatriation et qui trouvent que finalement, à nouveau, tout est à reconstruire. Donc, s'ils ont été bien préparés et qu'ils s'attendent à ce nouveau combat, ça se passe bien. S'ils s'attendent à retrouver leur fauteuil, c'est une période extrêmement difficile. Et puis enfin, au retour, on retrouve ce qu'on a laissé. C'est-à-dire des gens qui sont partis, et c'est ce que disait Sylvia tout à l'heure, quand elle disait, selon la préparation, le retour va plus ou moins bien se passer. Si jamais on est parti en pratiquant la politique de la terre brûlée, ben on retrouvera les choses telles qu'on les a laissées, et tout ce qu'on a caché sous le tapis avant de partir, est très rare que les problèmes se résolvent par eux-mêmes. Enfin, c'est, je trouve, Sylvia, tu me contrediras peut-être, la partie sur laquelle les entreprises sont les moins équipées, et c'est un serpent de mer, en mobilité internationale, on passe son temps à parler de l'accompagnement du retour. ADO fait des choses qui sont extrêmement intéressantes, mais qui sont encore très peu développées, de coaching des expatriés qui reviennent au siège. Alors nous, on s'interroge parce qu'on a des services qui sont très performants pour ça. Ils ne se développent pas des masses. Pourquoi? Mon analyse, c'est que c'est avant tout un problème de budget. C'est-à-dire que quand l'expat revient au siège, le siège ou l'entité qui va le recruter n'a pas envie de financer des services spécifiques parce qu'il a été expat. Et l'entité cédante, donc la filiale, ne voit pas pourquoi elle paierait pour le développement d'un expat qui de toute façon n'est plus chez elle. Et du coup, il n'y a pas de budget. Et du coup, il n'y a pas de coaching. Alors que c'est probablement le moment le plus critique de la carrière d'un manager que ce retour au siège. Sylvia, est-ce que tu veux compléter ou affirmer ce que je dis? Oui, je pense que ta réponse est très complète. Pour moi, le retour, c'est la préparation au retour. Et souvent, les collaborateurs, ils pensent, je rentre chez moi, je retrouve ma langue, l'euro, et je n'ai pas besoin de préparer mon retour. Et il doit être acteur de son retour. Et ce n'est pas les équipes RH ni les équipes talent management qui font partie de l'RH qui vont faire le travail à leur place. Donc, il y a tout un coaching à faire en amont pour leur dire, attendez, nous, on est là pour faciliter, mais c'est toi qui dois rester acteur du début de l'expatriation jusqu'à la fin de l'expatriation. Le retour, j'en parlais aussi hier, c'est qu'on a peut-être aussi une faiblesse, les entreprises, on n'utilise pas assez nos expatriés.
c'est-à-dire qu'ils ont une richesse, une savoir-faire qu'ils ont acquis à l'étranger et ils reviennent parfois au siège ou ailleurs. Et aujourd'hui, on va les encourager à revenir en Île-de-France après la présentation de Lionel. Du coup, quelque part, ces personnes, ils sont vraiment... tout ce qu'ils ont acquis reste enfermé chez eux et leur collègue qui passe à côté d'eux dans le couloir, il n'a pas le temps. Il a dit, ah bah super, c'était bien l'Italie.